Alors aujourd'hui, on invite pour le mardi de l'éducation populaire Pierre Wouteric, qui est dans le cadre d'une tournée bretonne de Pierre, puisque hier il était à Brest, invité par les Amis de l'Humanité et l'Institut d'Histoire Sociale de la CGT à la Maison du Peuple de Brest. Et il y a 60 personnes qui ont pu écouter sa conférence. Auparavant, tu as fait une intervention en lycée auprès de 2 classes de terminale au lycée de l'Arteloire. Et demain, Pierre sera à Lorient. Et ça sera un retour aux sources presque, parce que tu étais présent aussi pour faire une conférence à la Fête de l'Humanité Bretagne à la fin du mois de novembre. Et donc Pierre Wouteric, il va se présenter, mais il est historien, éditeur aussi. Il a une maison d'édition qui s'appelle Le Jet Bleu, qui publie beaucoup de livres autour de l'histoire ouvrière et sociale. Et tu n'as pas peu fait pour remettre à l'honneur, faire connaître mieux du grand public cette belle figure qu'est Martha Desrumaux, qui nous intéressait à plusieurs titres. Déjà parce que c'est une grande figure féminine de la lutte ouvrière, syndicaliste et communiste, parce qu'elle a été résistante, déportée, mais également parce qu'il y a actuellement une campagne, j'en avais parlé la dernière fois, pour sa panthéonisation, sur le motif qu'il n'y a pas une seule ouvrière au Panthéon, et il n'y a pas un seul communiste au Panthéon. Et François Hollande, Emmanuel Macron ont panthéonisé des grands résistants, et on ne conteste pas du tout le choix de ceux qui ont été panthéonisés. Mais il y a eu un grand oubli dans cette campagne de mémorielle, c'est la reconnaissance de la résistance populaire communiste. Et Martha Desrumaux, d'autres, Marie-Claude Vaillant-Couturier, Daniel Casanova auraient très bien pu être aussi choisis pour rentrer au Panthéon. Je te laisse la parole, Pierre. Écoute, merci Ismaël, merci de votre accueil. J'ai passé hier une journée magnifique à Brest, au lycée l'Ortelois, avec un ami de l'ANAC, Michel Madec, et ensuite avec mes amis et camarades de l'IHS CGT et des Amis d'Humanité. Je suis très heureux de venir ici, dans cette ville de Morlaix, et j'espère que nous partagerons ensemble une bonne soirée. Donc, je vais peut-être commencer par la fin de l'intervention d'Ismaël. C'est pourquoi cette campagne autour que le Panthéon s'ouvre à la classe ouvrière, une ouvrière au Panthéon. Nous l'avions déjà, pas exactement sous la même forme, développé au temps du président Hollande, qui avait souhaité que des femmes et des hommes, bafoués dans leur existence, dans leur vie, humiliés, martyrisés, déportés durant l'occupation, soient considérés comme panthéonisables et puissent, que la patrie leur soit reconnaissante. Nous avions fait campagne autour de Martha, nous n'avons pas gagné. Hollande a choisi Geneviève de Gaulle, Germaine Tillon, qui était à Ravensbrück avec Martha. Geneviève de Gaulle fut même pendant une longue période sur les mêmes chalits que Martha. Bon. Nous ne nous sommes pas interrogés pourquoi, c'était un choix et tout, et il y a 2 ans, des amis, donc entre autres Laurence Dubois, on dit, Pierre, tu sais, on va créer l'association des Amis de Martha Desrumaux, avec comme objectif faire connaître cette grande dirigeante du mouvement ouvrier et reprendre la campagne sur sa panthéonisation. Voilà, j'avais prévu de travailler sur autre chose et je me suis à nouveau réintéressé à Martha. Et alors, pourquoi la panthéonisation? Parce que c'est une question qui se pose. Bon. Il n'y a aucun représentant de la classe ouvrière au Panthéon. Et n'oublions pas que le Panthéon, cette idée de temple
qui recueillerait les grands hommes, suivant la terminologie de l'époque, et ceux pour qui la patrie doit être reconnaissante, c'est un fruit de la Révolution française. C'est pas anodin, y compris dans notre démarche, puisque c'est 1790-1791 l'idée que dans cette église, ancienne église, devenue le temple de la raison, comme on pouvait dire à l'époque, eh bien, on puisse honorer des hommes et des femmes, à l'époque c'était des hommes, qui ont marqué la vie de notre pays et ont mis en avant ces valeurs. Aucun ouvrier. Et pourtant, bien avant même le XIXe siècle, les travailleurs, au sens large du terme, ce sont eux qui ont construit ce pays. De magnifiques monuments, religieux ou non religieux, des maisons les plus simples, celles des corons ou les maisons des pêcheurs, celles des bâtiments industriels. C'est aussi grâce au travail de la classe ouvrière que notre pays a pu devenir ce qu'il est aujourd'hui. N'est-il pas scandaleux que ces hommes et ces femmes n'aient pas d'hommes ou de femmes s'inscrivant dans la panthéonisation et pour lesquels la patrie pourrait être reconnaissante. Mais il faut aller plus loin. Comme je disais hier aux jeunes du lycée Lortillois, lorsque vous partez en vacances, lorsque vos parents ont les congés payés, ce n'est pas exactement la même chose que les vacances. Au départ, 15 jours hors du travail, payé et avec sûr de retrouver son emploi. Pour les gars, pour nos aînés en 36, c'est extraordinaire. Certains n'y croyaient pas. Moi, j'ai des témoignages de gars qui me disaient, oui, tu comprends, nous, on revenait tous les jours voir si à l'usine, personne ne nous remplaçait. Ah oui, bon. Lorsque les premiers, en 36 puis en 37, des premiers ouvriers, gens du peuple, partirent sur les plages du Touquet, de Malo-les-Bains, voire celles du bord de la Méditerranée, cris d'orfraie de la bourgeoisie, du patronat. Ils volent notre sable. Ils salissent, ils polluent nos plages. C'est comme ça que c'était perçu. Mais ça, c'est le fruit des luttes, comme vous le savez, des années 30, du Front populaire, de ces grandes grèves. Et je pointerai le rôle qu'a joué Martin. Au lendemain de la guerre, dans ces grandes années de 45 à 40, de 44, 45, 46 et jusqu'au mois de mai 47, des lois sociales qui nous permettent aujourd'hui de vivre mieux, et entre autres la création de la sécurité sociale, c'est le fruit aussi des engagements de la classe ouvrière, des travailleurs, durant la résistance, qui ont porté, qui ont donné un contenu démocratique et avancé au programme du Conseil national de la résistance. Et n'oublions pas que la sécurité sociale, c'était le fruit d'un combat mené, entre autres, par ce grand métallo-communiste, Ambroise Croizat, y compris, il voulait aller bien au-delà, compris. Il ne faut pas le crier sur tous les tours aujourd'hui, parce que ça pourrait être utilisé de n'importe quelle façon, mais Ambroise Croizat, dans sa démarche initiale, il souhaitait que les régimes spéciaux disparaissent, que tout le monde soit traité à égalité. Mais quand même, ça ne mérite pas la reconnaissance de la patrie. Et alors, aujourd'hui, il y a environ 76 hommes et femmes, il y a des généraux d'Empire et tout, parce que c'était la mode à l'époque. Bon, on ne va pas les sortir, c'est pas le problème. Bon c'était la mode. Mais sur ces 76 hommes et femmes, il n'y a que 4 femmes. Je laisse de côté Mme Berthelot, qui a été placée là, et je trouve fait logique, c'est humain, avec son mari, qui était un grand savant, mais par l'ordre, Marie Curie, qui a joué un rôle très important, y compris dans les luttes du Front populaire.
les campagnes contre les idées d'obscurantisme, qui a été partie prenante de ce grand mouvement d'éducation populaire que fut et que demeure l'Union rationaliste. Il y a ensuite donc Geneviève de Gaulle et Germaine Tillon, et là derrière c'est Simone Veil. On peut penser ce qu'on veut, on peut discuter, mais pour chacun ou chacune on pourrait dire ouais, il y a ceci, il y a cela, etc. Donc, nous on ne se situe pas par rapport à cela. Mais quand même, 4 femmes sur 76, ça doit quand même nous interroger. Hein. C'est en gros la même proportion que de femmes dirigeantes de grandes entreprises. Ah oui, bon, ça paraît surprenant. Hein. Bon. Et nous disons que c'est pas normal. Et alors, pour nous, Martha Desrumaux, si j'ose dire, a un double avantage, c'est une ouvrière, c'est une femme. Et le gros problème, c'est que Martha Desrumaux souffre d'un manque de notoriété. Pourquoi? Parce que, un, c'est une femme. Et on sait que, aujourd'hui encore, dans les représentations mentales, les femmes ont un statut dévalorisé. Et même si on a du mal à le percevoir. Non, non. Elles ont un statut dévalorisé encore dans nos sociétés. Deuxième point, c'est une ouvrière. Alors là, c'est encore pire. La classe ouvrière, elle n'existe plus, elle devient invisible. Je pense à ces femmes qui se lèvent à 5 h du matin pour nettoyer les bureaux en horaire décalé de 5 à 7h30 ou 5-8 h, et puis le soir. Parce que pour les bourgeois, les bureaux doivent être propres et le capitalisme ne doit pas salir. Ces femmes, ce sont des invisibles. Et je me souviens la phrase que, lorsqu'il nous a reçu l'association Philippe Martinez, a dit, que je trouve très forte et très instructive, qui montre l'intelligence de ce dirigeant. Les femmes sont les oubliées de l'histoire. Et il ajoute, y compris dans ma propre organisation. Ah oui, voilà, on a dit. Bien, donc, ces femmes oubliées, Martha fait partie de ces femmes oubliées, femmes ouvrières provinciales. Or, pas bretonnes, mais du Nord. Bon, non mais pas bretonne, vous verrez pourquoi tout à l'heure. Pas bretonne, mais du Nord. Avec toutes les images des représentations mentales autour du Nord. Toutes des images négatives, encore portées aujourd'hui. Et ensuite, elle a un quatrième défaut, si j'ose dire, elle n'a laissé presque pas d'écrit. Ce n'est pas une écrivaine, Martha. Elle a appris à lire et à écrire, elle avait une trentaine d'années. Elle l'a appris dans le mouvement syndical et au sein du Parti communiste. Dans les premières écoles que crée le Parti communiste dans les années 24-25 dans le Nord. Le seul texte qu'elle a écrit, qui est un très beau texte, que j'ai cité dans l'ouvrage que j'ai écrit, qui est à votre disposition, je l'ai un peu, je l'ai remodelé parce qu'il y avait des pages qui se doublaient et tout, mais nous allons le ressortir tel quel. Et j'ai eu tort de le remodeler, mais bon, il y a l'essentiel du texte. Parce qu'on a très peu de regard d'ouvrières ou d'ouvriers sur le système concentrationnaire. On a des intellectuels, des journalistes, des hommes et des femmes qui manient la plume, mais les ouvriers, il y en a très peu. Et je pense que lorsqu'on lit son récit, on a une autre façon de voir les choses, et qui mérite d'être connue, qui fait partie de l'histoire. Donc voilà, c'est le seul texte elle l'a écrit en 1958, dans le cadre de la recherche de témoignages faite autour de la répression, de la déportation et de la Deuxième Guerre mondiale. Donc voilà ce qui nous a amené à parler de Martha Desrumaux, et donc je suis ici ce soir, et dans un lieu qui est pour moi passionnant. Parce que bon, je ne vais pas vous dire que je connais la Bretagne, c'est faux, je suis allé 4-5 fois à Bretagne, j'habitais Toulouse, et pour passer dans le Nord, la Bretagne n'était pas sur ma route. Excusez-moi. Bon. Donc, alors, je suis quand même venu en Bretagne plusieurs fois, et la dernière, c'était le 1er décembre, lors de la fête de l'humilité en Bretagne, à Lorient, où j'ai reçu un accueil très chaleureux, tout comme j'ai reçu un accueil très chaleureux ici et hier à Brest. Et donc, ces terres de Bretagne, alors,
c'est des textes ouvrières, de lutte. Hier, on a évoqué la lutte des sardinières dans les années 24-25, mais il y a d'importantes luttes, celle de l'arsenal de Brest, de celui de Lorient, les résistants du Mont d'Arrée, souvent des métallos de Brest et de Lorient. Bon, ici, mais il y a autre chose qu'on oublie un peu. Et Jean-Paul Cam et Ismaël me l'ont rappelé à juste titre. En 37-38, ces terres de Bretagne ont accueilli des hommes et des femmes, des enfants qui avaient dû fuir l'Espagne pour pouvoir survivre. Et ce qu'on sait peu, mais j'ai appris à le découvrir en travaillant sur Martha Desrumaux. J'ai participé au colloque qui avait été fait par la CER, les combattants de l'Espagne républicaine, au mois d'octobre. Martha Desrumaux a été la seule dirigeante ouvrière issue de... C'est-à-dire, lorsque je dis ouvrière, c'est ayant travaillé en usine, hein, qu'on s'entende bien. Bon. À avoir joué un rôle important pour la solidarité envers la République espagnole. Elle était la seule, pourquoi? Parce qu'il y avait peu de dirigeantes ouvrières avec de hautes responsabilités. Il y en avait très peu. Et Martha, qui était membre du comité central du Parti communiste depuis la fin des années 20, et membre de la direction de la Fédération du Textile CGT, réunifiée depuis le congrès de Toulouse en 1936, Martha Desrumaux a eu comme tâche d'organiser la solidarité pour ce qu'on appelle aujourd'hui les Hauts-de-France, c'est-à-dire Nord-Pas-de-Calais, Picardie et la Champagne. Et alors qu'elle était enceinte, elle avait conçu son fils unique Louis en l'été 1936, elle a quand même fait 2 voyages en Espagne pour développer la solidarité. Et donc, si vous me permettez aujourd'hui, hier à Brest, le camarade de la CGT voulait parler après mon intervention, elle a parlé après mon intervention de la place et du rôle des femmes aujourd'hui dans nos sociétés. J'avais ancré ma conférence autour de Martha Desrumaux, une ouvrière féministe. Ce qui choque parfois un peu dans les milieux historiques. Les ouvrières ne pourraient pas être féministes. Je ne pourrais pas leur accoler cette épithète. Alors parmi vous ce soir, avec vous ce soir, je vais essayer de vous montrer comment, à travers son engagement politique, son engagement syndical, son engagement féministe, son engagement républicain, il y avait au cœur de sa démarche la solidarité. Or, d'abord, pour bien situer la période de Martha, Martha naquit en octobre 1897 dans le nord de la France, à Comines, petite ville à la frontière belge, au bord d'une rivière, la Lys, qui fait frontière. Comines est une ville ouvrière et textile, et elle va vivre dans ce milieu-là. En 1906, son père meurt, écrasé par la pompe à eau des pompiers volontaires. Vous savez qu'à l'époque, lorsque le papa d'une famille ouvrière mourait, ça entraînait la gangrène de la misère, de la mauvaise vie, de la vie difficile. Et Martha, on est en 1906, elle n'a pas 9 ans, elle va être placée dans une famille bourgeoise du sud de l'île, à une trentaine de kilomètres de Comines, comme domestique. Alors Philippe Martinez, je vous en parlais tout à l'heure, parlait des ouvrières invisibles de l'histoire. Mais alors les domestiques, ouvrières et ouvriers, et surtout les femmes domestiques, c'était les invisibles des invisibles. On ne les connaissait pas. On ne savait pas ce qu'elles faisaient. Méprisées, humiliées, harcelées voire même, hein, par des femmes patronnes ou des hommes patrons, des grands bourgeois, par certains encore membres d'une noblesse en situation de vrille. Eh bien, Martha va vivre cela.
elle n'a que 9 ans. En outre, dans ces milieux domestiques, il n'y a pas de solidarité. Chacun s'observe, s'épie. Le cuisinier va épier la femme de ménage. Celle qui suit la vaisselle va voir ce que fait celle qui fait les chambres, etc. Il n'y a pas de solidarité. Elles s'opposent les unes aux autres. Et au bout de quelques mois, Martha, qui n'a que 9 ans, qui ne sait ni lire ni écrire, s'enfuit de cette maison, 30 km, elle longe la Deule, rejoint le confluent de la Deule et de la Lys, elle retrouve Comines. Et là, à Comines, elle l'a écrit, d'autres témoins l'ont confirmé, elle décide de devenir ouvrière. Alors ça peut vous paraître surprenant, hier j'étais avec des gamins de 15-16 ans, je faisais des euros, mais ça peut s'expliquer, ça s'explique de deux façons. D'abord, à l'époque, la classe ouvrière commence à prendre un certain nombre de responsabilités dans la vie sociale, politique, syndicale, elle commence à s'organiser, et les ouvriers commencent à vivre la solidarité, à savoir s'agréger, former des syndicats, créer des unions locales ou des maisons du peuple, avoir des universités populaires. Il y a tout ce fourmillement dans la classe ouvrière qui touche qu'une partie des ouvriers, et je crois que Martha, dans cette vallée de la Lys, que Jaurès avait parcouru quelques années auparavant, que son père connaissait bien, c'était un républicain, son père un laïc, et que son frère aussi parcourait. Son frère, il a 10 ans de plus qu'elle, mais il a une pleurésie, il ne peut pas bosser. Donc elle était quand même dans une ambiance. Et pour elle, la classe ouvrière, c'était l'avenir. Et l'avenir, à la fois dans le cas de la solidarité. Même si je pense qu'à l'époque, elle n'aurait pas exprimé totalement ainsi. Je crois que c'est le premier pas de Martha, et alors, elle va même être embauchée à l'usine, elle n'a pas 13 ans, alors qu'il fallait, c'était le jour du 13e anniversaire qu'elle avait le droit de travailler. Elle bosse à l'usine un an et demi avant, et en 1910, elle a 13 ans, donc c'est entre le 18 octobre et la fin de l'année, elle adhère à la CGT. Ça aussi, c'est un acte fort. Alors qu'il n'y a que 8% de femmes à la CGT, et que pour une femme, entrer dans ce syndicat, il faut être un peu cinglé. Les organisations syndicales étaient foncièrement marquées par le machisme, la place de l'homme. Comment une femme, qu'est-ce qu'aurait fait une femme, qu'est-ce que ferait une femme vis-à-vis des gardes mobiles et des gendarmes? Comment prendra-t-elle la parole? Il y a le syndicat des typos de Lyon qui s'est vanté de faire quitter leur emploi une centaine de femmes typographes, parce que pour lui, syndicat CGT, les femmes ne pouvaient pas être typos. En excluant même des femmes qui étaient au syndicat. N'oubliez pas qu'à cette époque, la France est marquée par les lois napoléoniennes et le Code civil de 1804 qui font des femmes des éternelles mineures. Et Martha choisit de rentrer à la CGT. Dans une CGT qui est marquée par les premières unions locales, en particulier d'une commune près de Comines, à Luin, très active. Ces unions locales, ce n'est pas simplement des lieux où les travailleurs se réunissent, leurs syndicats se réunissent, à l'abri des oreilles des patrons et des mouchards de la police. Mais c'est aussi des lieux culturels, des centres culturels. On y pratique le théâtre, il y a des bibliothèques, il y a des conférences, il y a des universités populaires. Et cette Luin est très active. Et 3 ans plus tard, en 1913, Martha adhère aux Jeunesse socialistes, ce qui n'était pas fréquent non plus pour les jeunes filles de l'époque. Je laisse de côté la guerre 14-18 qui a profondément la marqué. Évacuée à Lyon, elle va organiser et réussir sa première grève. Elle s'est installée à Lyon dans une usine, elle travaillait dans une usine à Lyon, dont le patron venait de Comines, au pied d'une butte lyonnaise que vous connaissez tous, la Croix-Rousse.
avec cette histoire sociale et politique de la Croix-Rousse, ces luttes des canuts, ces ouvriers du textile, de la soie, qui se sont révoltés en 1831, 34 et 48, et sur laquelle l'armée, la troupe, l'artillerie a tiré, écrasant ces maisons sur le flanc des collines, de cette colline. Bon. Revenue dans le Nord, elle adhère dès 1921-22 au tout jeune Parti communiste. Et très vite, elle va devenir une militante expérimentée, bien qu'elle soit jeune, participant à de nombreuses grèves dans le textile, dans l'agglomération lilloise, nombreuses après-guerre, pour défendre le maigre des acquis conquis durant la Première Guerre mondiale et surtout pour défendre le pouvoir d'achat et les salaires. Je ne rentre pas dans les détails, mais c'est impressionnant le nombre de luttes auxquelles elle participe, au moins à l'entrée des entreprises, tout en continuant de travailler. En 1925, cette jeune ouvrière va participer, là aussi, à quelque chose qui est rare dans le mouvement ouvrier, qui était tout à fait nouveau, même s'il y avait eu des prémices dans des textes de Jaurès, la solidarité avec des peuples colonisés. Et en particulier, elle est de celles et de ceux qui se mobilisent contre la guerre du Rif. Ces nationalistes, au sens pertinent du terme, de cette jeune république du Rif, fondée par Admel Krim, qui va résister à l'armée française pendant plusieurs mois, voire plusieurs années. Et donc elle est parmi celles qui, des rares femmes qui s'en occupent, avec à la fois faire connaître les processus et les pratiques de l'armée colonialiste française et solidarité avec les prisonniers, les soldats français qui se rebellent et qui sont souvent jetés en prison parce qu'ils refusent cette guerre impérialiste. Premier peut-être principe de solidarité. Avant, je pourrais même ajouter que dans les années 19-20, à Lyon, elle participe à ce très vaste mouvement qu'on a souvent oublié d'aide au peuple de la Volga, victime des guerres civiles, des combats qui ont permis au gouvernement soviétique, au jeune gouvernement soviétique, de garder le pouvoir. La famine s'est installée sur les bords de ce grand fleuve, il y a une aide internationale qui est portée, et Martha y participe à Lyon. Mais sans aucun doute, fin des années 20, Martha vit deux grands moments. Tout d'abord, elle va participer au 10e anniversaire de la Révolution d'octobre à Moscou. Moscou est toujours en pleine ébullition. C'est de tous les côtés on parle. C'est encore l'ère où le mouvement ouvrier naissant d'Union soviétique se développe. Il n'y a pas encore, comment dire, les problèmes qui seront rencontrés dans les années 30 après la victoire, entre guillemets, du clan stalinien. Et à Moscou, elle rencontre une femme extraordinaire, Clara Zetkin, celle qui, au congrès de Copenhague de la Deuxième Internationale, a fait voter la motion suivante. Elle s'est battue afin que les hommes et les femmes ensemble militent et se battent pour assurer aux femmes les mêmes droits que les hommes. C'est le 8 mars, devenu aujourd'hui de manière édulcorée, la journée des femmes. Alors, le mec il balaye pendant quelques heures et puis il est tranquille, ça y est. Je suis tranquille pour aller. Excusez-moi, hein. Bon, voilà, bon. Mais c'est une journée de lutte, comme l'est le 1er mai. Et elle rencontre Clara Zetkin, âgée, devenue presque aveugle, et on a une magnifique photo qui est dans le livre que j'ai rédigé. Quelle page? Oh, je ne sais pas. On ne demande pas trop, bon. Mais on a une magnifique photo où on voit au centre Clara et Martha, et puis des femmes venues de tous les pays du monde, de tous les continents,
souvent même avec leurs habits traditionnels, parfois même, hein, qui se tiennent la main, montrant cette solidarité à naître. Et sans doute l'autre grand moment pour Martha, c'est de septembre 28 à mois d'avril 29, la grande grève des usines textiles d'Aluin. Le patronat textile du Nord était d'une violence inouïe. Face au mouvement revendicatif, il s'était organisé et formé un consortium, un syndicat patronal. Et les patrons qui participaient à ce consortium, qui avaient bureau, qui avaient des secrétaires, qui avaient des hommes de main, eh bien, ils s'étaient engagés, si un patron, une usine était en grève, ils s'engageaient à produire gracieusement, gratuitement, les marchandises qui avaient été commandées. Et donc, toute grève était vouée à un échec, puisqu'en fait de compte, arrêter la production ne servait à rien, les marchés étaient honorés. Et donc, il fallait des grèves générales, au moins dans le cas d'une ville, et à Lyon, il y a grève générale pendant 8 mois. Et Martha a deux idées essentielles. Développer la place et le rôle des femmes dans ce conflit. Pousser à faire grève les femmes qui travaillent en usine, alors que les grèves des femmes étaient considérées comme trop petites sans sonner, que faire des grèves des femmes, ça ne servait à rien. Hein. Bon, c'était le salaire d'appoint, qu'elles s'occupent à faire leur ménage le soir en rentrant du boulot. Bien. Et celles qui ne travaillaient pas, qu'on appelait des ménagères, eh bien, leur faire comprendre que cette lutte était importante. Et en même temps, vous savez qu'une grève, personne ne fait grève pour le plaisir. Ça coûte faire grève. Et ça coûte souvent cher dans un foyer. Au bout de quelques jours, de quelques semaines, la misère s'installe, l'épicier ne fait plus crédit, les enfants, suivant la formule populaire, dansent devant le buffet vide. Et Martha va avoir cette idée d'abord de mobiliser les femmes pour faire des collectes et tout, y compris en dehors d'Amiens, mais surtout, elle se propose, elle organise, avec bien sûr l'accord des femmes, l'accueil d'enfants d'Aluin, d'enfants de familles ouvrières, dans des familles de l'agglomération de l'Oise et de Valenciennes. Il y a des mamans ici, nous le savons. Pour une femme, voir partir son gamin, s'éloigner, s'écarter d'elle, son gamin ou sa gamine, surtout en période de crise, c'est jamais facile. C'est une douleur. Elle a réussi à les convaincre. Et donc plus de 400 enfants d'Aluin sont allés dans des familles d'agglomération lilloise ou valenciennes. En voyant de temps en temps les nouvelles, dans cette période, il n'y avait pas de téléphone. Donc c'est ça l'idée de Martha. Et vous voyez, nous ne sommes pas loin de ce qui s'est passé ici, avec l'accueil des enfants d'Espagne. C'est la première mesure, mais la capacité à la fois de cette femme, de cette jeune dirigeante, d'expérimenter des formes de lutte nouvelles, des solidarités nouvelles, de façon pratique, afin d'assurer, de consolider la lutte, et aussi d'assurer un peu de bien à ces membres, à ces enfants. Et c'est au cœur de la démarche de Martha Durubon, durant toute sa vie. De même, et nous sommes en 1930, on ne sait pas encore qu'il y aura les grandes luttes de 1936. Martha va organiser une lutte des ouvrières et ouvriers du textile à Bailleul. Il n'y a plus d'organisation syndicale. L'union locale, qui était née avant 1914, a disparu pendant la guerre. Et elle arrive alors que ce n'était pas très bien vu, dans cette période sectaire de l'activité du Parti communiste de la CGTU, elle arrive à créer un comité de grève regroupant des syndicalistes socialistes, chrétiens, communistes, sans parti. Mais elle va plus loin. Il n'y a pas de caisse de grève, il n'y a pas de syndicat. Comment faire? Et donc elle travaille sur un tract où elle interpelle les paysans, les fonctionnaires,
des petits commerçants et artisans de Bailleul en disant voilà, mais cette grève, elle n'est pas faite contre vous. Si les travailleurs ont un peu plus d'argent, eh bien vous achèteront hein, dans votre des produits agricoles, des produits de manufacture, etc. En le soutenant, vous vous soutenez vous-même. Et vous savez, 6 ans avant, nous sommes dans la démarche du Front populaire. Comment faire en sorte que dans un mouvement social, petit, là, c'est qu'une ville, Bailleul, eh bien, toute la population, du moins des exploités, de ceux qui vivent difficilement, même s'ils ont un petit commerce ou un petit salaire de fonctionnaire qui était baissé, qui allait être baissé durant ces débuts des années 30, comment ils peuvent se retrouver et dans la lutte et dans la solidarité? Comment rassembler les gens autour de ces deux pôles de l'histoire du mouvement populaire, du mouvement ouvrier, la lutte et la solidarité. Si important pour survivre, si important aussi pour imaginer l'avenir. C'est ça qu'elle a en tête, Martha. Et naturellement, on va le voir reproduire dans les années 30, en particulier en 1933, lorsqu'elle organise la grande marche des chômeurs entre Lille et Paris, à pied. Et comme l'a dit dans un témoignage paru dans le journal Liberté dans les années 50, un travailleur qui avait participé à cette démarche, ils étaient une centaine à participer. C'est pas mal, vous savez, ça paraît des raisons de ça à pied. Bon, il fallait quand même avoir l'envie de le faire. On n'a jamais aussi bien marché que durant ce mois-là. On a été accueillis dans des unions locales, dans des mairies, dans des familles ouvrières. Ils s'efforçaient de nous donner ce qu'il y avait de meilleur. J'ai très bien mangé. Voilà, bon. Mais c'est aussi la solidarité. Comment on aide un mouvement à naître, à se développer. Et, petite anecdote, il y avait eu plusieurs rassemblements de plusieurs dizaines de milliers de chômeurs dans le Nord et le Pas-de-Calais. Et la préfecture, bien sûr, avait interdit la marche des chômeurs. Pas de rassemblement comme ça pendant 230 km. Pas de rassemblement. Alors comment on fait? Mais Martin, c'est très simple. On va organiser des groupes de 3. 2 pour tenir le piquet de la banderole, les 2 piquets de la banderole, et un camarade au milieu avec un clairon, une trompette, un saxo, et puis une belle voix pour faire connaître le mot d'ordre. Puisque, interdiction de rassemblement, on ne peut rester que 3, et à condition d'être séparés les uns des autres. Là, il fallait qu'ils soient séparés de 100 mètres. Donc on a eu à peu près une trentaine de groupes de 3, séparés de 100 mètres, et c'est comme ça, on nous verra mieux, ça veut dire plus longtemps. Voilà. Bon. Là, de faire en sorte que, face à un mouvement de répression, et à Paris, le préfet de police, le sinistre Chiappe, qui était un homme d'extrême droite, va interdire au cortège de rentrer dans Paris. Ils vont être accueillis par 6 000 travailleurs à Saint-Denis. Voilà. Ça aussi, c'est comment on crée à partir de cette idée de solidarité, parce que Martha avait bien compris ce qui était arrivé en Allemagne, comment l'hitlérisme, le fascisme, l'extrême droite avaient réussi à rassembler le grand patronat qui a financé le parti nazi de 27 à 33, des couches moyennes marquées par la crise, où il y a peur de la crise, fonctionnaires, professions libérales, artisans, commerçants, petits patrons, mais aussi une fraction de la paysannerie, et au pire encore, si j'ose dire, une fraction de la classe ouvrière et les chômeurs. Il fallait tout mettre en œuvre pour briser ce cercle vicieux qui avait fait que Hitler, en 1933, s'était retrouvé à plus de 40% des voix et avait réussi à agréger autour de lui des partis conservateurs ou déjà d'extrême droite, entre autres les centrums ou les casques de fer, etc. Donc c'était ça ce qu'elle avait en tête. Comment on peut faire naître un autre mouvement qui permet d'avoir une autre histoire. Et j'essaye d'être... Vous savez, c'est compliqué, Martha, je pourrais en parler des heures, vous le sentez. Bon. Donc, et vous, quand même, on va avoir envie de partir, mais voilà, c'est ça, Martha, au début. Et c'est ainsi qu'elle va s'inscrire dans ce grand processus complexe, difficile, parce qu'aujourd'hui, ça vous paraît facile. Hein. Oh, il suffisait que de crier, puis on avait des millions de travailleurs dans la rue, tu rigoles. Bon, j'ai travaillé sur Martha, sur les archives de police, parce que bon, c'est ce qui nous reste souvent. Hein.
Et je vois, par exemple, on est en février 1935, on est à Hélène, ancienne ville à direction communiste de 1912 à 1925, des industries textiles et métallurgiques. Devant, elle a distribué des tracts devant une boîte de 2000 travailleurs, avec d'autres de ses camarades, puisqu'il fallait distribuer les tracts à la sortie, à l'entrée de l'entreprise. Il n'y avait pas de section syndicale dans les boîtes, c'était interdit. Et on évitait que ce soit les travailleurs de la boîte qui distribuaient les tracts, parce qu'ils étaient repérés et risquaient le licenciement. Elle appelle à la grève générale et à une réunion modeste dans un estaminet pour réunir 30 à 40 personnes. Et le commissaire de police spécial dit, le soir, elle était toute seule. On est en 1935. Oui, que les choses peuvent parfois aller très vite. Bon, j'ai rien dit là. Hein. Bon, c'est un clin d'œil. Donc, et on va bien sûr retrouver Martha dans ces grands mois de mai, avril, mai, juin 41. Oui, 36. 36, excusez-moi. Les femmes n'ont pas le droit de vote. Elles ne peuvent pas être candidates. Les femmes n'apparaissent pas dans la vie politique. Et pourtant, en cette fin d'année 36, début d'année 36, Martha va participer. C'est les rares images vivantes de Martha qu'on a, enfin des photos qu'on a de Martha avant-guerre. Elle participe au film de Jean Renoir, La vie est à nous. Allez voir ce film. C'est un film, entre guillemets, de propagande, mais ça ne veut rien dire la propagande. Pour expliquer quelles sont les conséquences de la crise et le combat contre la crise. Et à la fin du film, il y a 7 dirigeants communistes. Maurice Thorez, Marcel Cachin, Jacques Duclos, Vaillant Couturier, Giton qui était secrétaire de l'organisation. Et il y a 2 provinciaux. Renaud Jean, ce grand dirigeant paysan du Val-de-Garonne, très grand dirigeant paysan, et une seule femme, Martha Desrumaux. C'est quand même pas mal d'avoir cette idée-là. Et que fait Martha? Elle appelle les femmes, les épouses, les mères, les sœurs. Poussez vos maris, poussez vos fils, poussez vos frères à voter pour les candidats du Front populaire pour défendre la paix. La capacité de comprendre que les femmes dans ce combat-là avaient toute leur place. Ça fait partie aussi de la solidarité. Et quelques semaines plus tard, à la fin de 1936, elle va, avec Daniel Casanova, créer l'Union des jeunes filles de France, qui est un moment extraordinaire de la vie sociale de notre pays. Faire en sorte que des gamines de 13-14 ans, ouvrières, puissent commencer à s'initier à la vie politique, à la vie syndicale. Les parents, ils n'aimaient pas voir leurs gamines fréquenter les jeunes garçons, les admettre dans les cafés, où ça pouvait fumer, où ça faisait tout et n'importe quoi. Et alors cette idée de structurer une association spécifique pour les jeunes filles, pilotée par des institutrices, des militantes connues, respectées. Premier pas de la vie collective, de la vie militante, de l'apprentissage de la prise de la parole, de la rédaction d'un tract, d'une réunion. Ces jeunes filles vont jouer un rôle essentiel durant la Deuxième Guerre mondiale. Ce sont elles qui vont souvent servir, d'autres ont des responsabilités plus importantes, je pense à Madeleine Vincent ou d'autres, mais ces jeunes filles vont servir d'agents de liaison entre les dirigeants de la résistance, alors qu'il était impossible de téléphoner, d'envoyer des courriers et tout. Le courage des jeunes filles. Et c'est dans les fin des années 30 qu'elles ont été initiées à ce combat. Mais Martha aussi, c'est sa présence au niveau du Front populaire, dans la mise en mouvement des femmes dans les usines du Nord, et ce n'était pas simple. Les organisations syndicales étaient très faibles, surtout parmi les femmes. Et c'était un combat
de classe important, et même un combat physique, pour faire en sorte que ces femmes puissent occuper les usines, avec aussi les hommes, bien sûr. Bon. Et ça, c'est peu connu. Les accords Matignon du 7 juin 1936, qui donnent des très fortes augmentations de salaire, la reconnaissance des conventions collectives, le fait que la CGT, pour la première fois, peut discuter face au patronat. Tous les délégués de la CGT sont des hommes. Tous les délégués du patronat sont des mecs. Il n'y a qu'une seule femme présente. Bon, ça a un peu surpris de ce que je l'ai écrit et de ce que ça a été dit à la Société d'histoire sociale. Non, non, un truc qui raconte des conneries. Il n'y avait pas de femme présente, c'est que des hommes. Ouais. Sauf que Martin était là, pourquoi? Parce que Frachon et Jouot ont été confrontés à la violence de ce patronat qui ne voulait refuser de reconnaître que les salaires étaient si bas, et en particulier celles des ouvrières. Pas moyen de les mettre devant la réalité des faits. Et Jouot et Frachon téléphonent dans le Nord à Martin et disent « Martin, tu te débrouilles. Il faut que nous trouvions des fiches de paye. » Alors, vous savez, aujourd'hui, vous demandez à un travailleur, sa fiche de paye, c'est pas simple. Tout le monde est plus ou moins réticent. À l'époque, c'était encore pire, car la fiche de paye était souvent le seul papier officiel qu'on avait dans une entreprise pour prouver qu'on y travaillait. C'était la seule pièce officielle. Et Martin, en quelques heures, réussit à collecter une trentaine de fiches de paye, même plus, d'ouvrières du textile de l'agglomération lilloise. Ces femmes lui font confiance. Elle prend le train, en troisième, parce que les responsables syndicalistes à l'époque, syndicaux, voyez en troisième. Elle prend le train. Elle prend le train. Elle arrive à la gare du Nord, une voiture l'attend, l'amène à l'hôtel Matignon où se déroulent les négociations. Frachon et Jouot l'accueil et lui disent « Écoute Martin, non, tu ne pars pas. Tu restes avec nous. Lorsqu'on en aura besoin, tu trieras ces fiches, écouteras, tu sais ce qu'il y a dedans, tu nous les passeras. » Et c'est pour ça qu'il y a eu une femme présente lors des accords Matignon, Martha Desrumaux. Que ça déplaise ou pas à certains ou à d'autres. Mais en même temps, durant cet été 36, la guerre qui rôde va éclater en Espagne. Mi-juillet, le général Franco tente un coup d'État qui, en gros, échoue. Mais grâce à l'aide de l'Italie fasciste, il parvient à faire passer des troupes du Maroc du Maroc espagnol en Andalousie. C'est le début de la guerre civile. De cette terrible guerre civile qui va marquer l'Espagne pendant 3 ans, qui va marquer l'Europe. D'un côté, le gouvernement républicain, issu des élections de février 1936, le Front populaire. De l'autre, les forces les plus réactionnaires, s'appuyant sur un clergé solidement implanté et dans certaines régions tout puissant, profondément réactionnaire et tout, sur les grands propriétaires, sur le patronat. Une guerre de classe, d'une violence inouïe. Comment peut-on rester indifférent à cette situation? Et très vite, dans les conditions complexes, puisque le gouvernement français refuse de s'engager dans la voie de la solidarité avec l'Espagne. Personne n'a demandé au gouvernement français d'envoyer des troupes. Parce que la politique de non-intervention devrait dire cela. Non, non. Personne n'a demandé au gouvernement français d'envoyer des troupes, mais au moins de fournir les armes que les Espagnols avaient déjà payées. Et alors, se décide dans le mouvement ouvrier l'aide apportée à l'Espagne républicaine. Et Martha, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, a été une des rares, mais il y en avait très peu à l'époque, dirigeantes ouvrières à s'occuper de ça, en plus de ses responsabilités.
Elle s'en occupe tout azimut, si j'ose dire. D'abord, trouver des armes. Des armes vont être achetées chez des marchands d'armes, entre autres à Rotterdam ou Anvers. Et les armes à Rotterdam et Anvers, on n'est pas en Espagne. Et ces armes vont traverser la France, passer 2 frontières, franco-belge et franco-espagnole, avec le concours, parce que c'est important de voir que dans les contradictions de l'époque, un syndicaliste cégétiste, membre de la SFIO, socialiste, Buzyn, va jouer un rôle très important pour favoriser ces passages. Aux frontières, il se débrouille, que ce soit des syndicalistes, des douaniers syndicalistes qui soient là, d'accord pour aider l'Espagne républicaine, pour que les contrôles soient moins tatillons. Mais en même temps, il faut quand même doubler. Et donc, à la frontière belgo-française, eh bien, Martha, en particulier à Gemont, sur ce qui était la Nationale 2, la grande voie de passage, avait un groupe de camarades autour de la famille Dubois qui surveillaient ceux qui étaient là prêts à intervenir, prévenir s'il y avait des incidents, s'il y avait des problèmes. Bon. Ça, c'est un des aspects des choses. Le deuxième aspect, Martha va s'occuper du choix des jeunes qui veulent s'engager dans la brigade internationale. Je pense que je n'ai pas besoin de vous préciser ce que furent les brigades internationales. Un élan très fort d'une partie de la jeunesse de ce pays, surtout de la jeunesse ouvrière. Ici, ils furent nombreux en Bretagne, ils furent nombreux dans le Nord, mais c'est beau d'avoir cette volonté, mais il fallait quand même avoir un certain nombre aussi de, comment dire, de qualité. De qualité, c'est un autre technique, mais aussi, c'est pas une guerre facile. C'est une guerre qui était une guerre politique, au sens profond du terme, de gestion de la cité, de la gestion du monde. Bon. Et en même temps, il ne fallait pas non plus désorganiser la vie politique du mouvement ouvrier de notre pays. Et donc Martha va être amené à faire des choix. Alors je vais vous donner 3 exemples. Pierre Lévy, il avait 17 ans, famille bourgeoise de la place de Valenciennes. Ses parents étaient des commerçants, c'est eux qui ont mis leurs ouvriers en grève. Bon. Et alors, en les payant la moitié de leur salaire pendant le mois de grève. Bon. Pierre, il a 17 ans, il faut avoir 18 ans pour partir. Je refuse que tu partes. Pierre Lévy, qui est mort maintenant, mais que j'ai rencontré dans les années 90 à plusieurs reprises, a été beaucoup marqué par cette décision. Un autre, Eugène Thiémé, qui deviendra, durant la résistance, le colonel Michel. Colonel-capitaine Michel. 5 enfants, syndicaliste dans le textile dans le Valenciennois. Il va rencontrer Martha, qui avait un petit bureau, entre guillemets, au fin fond, dans l'arrière-salle d'un café, près de la gare de Lille. Martha dit, non, toi, tu ne pars pas. D'abord parce que tu as 5 mouflés, et qu'est-ce qu'ils vont devenir si tu as un problème? Et deuxième chose, parce qu'on a besoin de toi pour le syndicat. En revanche, Jean-Marie Fossier. Alors Jean-Marie Fossier, il a une trentaine d'années en 1936-37, il n'a pas de bras droit, il n'a comme moi de nom. Il aurait voulu devenir instituteur, il n'a pas pu l'être à cause de cet handicap. Donc il a été vacataire, etc. Bon, ça a été un grand dirigeant du mouvement communiste dans les années 30. Elle dit à Jean-Marie, toi, il faut que tu aies, il a besoin de gars comme toi. Bon, on a besoin de gars qui réfléchissent dans cette situation complexe, en particulier de la région de Barcelone, avec des conflits entre les trotskistes, les poumistes, les anarchistes et la République d'Espagne. Et Jean-Marie Fossier, pendant 1 an, va être commissaire politique à la caserne de Karl Marx de Barcelone. Donc, il y a peut-être, tout à l'heure, j'en discutais avec Ismaël, je sais combien ici ce breton d'adoption, Paco Rabanne,
a été marquée par cette campagne de solidarité autour de l'Espagne. Comment son père, après l'exécution de son père, général républicain, sa mère a été envoyée dans les camps de concentration des Pyrénées-Orientales, et comment elle a été accueillie ici, et comment le parcours a été marqué par cela. Je suis persuadé que Martha, lorsqu'elle a traversé l'Espagne, alors qu'elle était enceinte, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, lorsqu'elle s'est rendue en Espagne pour assumer la solidarité, pour aider à la solidarité, je pense qu'elle a dû entendre parler de ce général espagnol et de son épouse qui était couturière. Martha était très attachée aux femmes qui travaillaient dans le textile et la couture. Et en Espagne, elle a rencontré la Pasionaria, et la première fois qu'elle va en Espagne, c'était avec Lampe, le futur maire d'Amiens, et elle était enceinte. On est en novembre 1936, elle y reviendra aussi. Il y a cette histoire. Et je pense que c'est à partir de cette... Elle y est allée pour accompagner les jeunes, 1600 jeunes du Nord qui partaient aux brigades internationales, jeunes du Nord et de la région parisienne. Et en même temps, je pense que c'est là qu'elle a conçu ce projet extraordinaire de faire inviter, de faire accueillir des enfants d'Espagne par des familles ouvrières dans le Nord, mais aussi dans le Vercors. J'ai retrouvé dans le Vercors, je ne sais pas, il y en a un peu partout en France et ici aussi en Bretagne. Là aussi, l'idée de sortir les enfants de cet enfer, de favoriser la résistance du peuple espagnol, en évitant que ces souffrances marquent leur vie, etc. Et donc, Martha, si, j'ai retrouvé dans le Nord, mais je suis sûr qu'on en retrouverait ici, ou vous en avez retrouvé ici, des femmes. J'ai une amie de 90 ans, et elle s'en souvient. J'ai la mère d'un élu de droite de Saint-Lenoble qui se souvient que sur ces bancs d'école, il y avait des enfants d'Espagne qui avaient appris le français et tout, qui avaient vécu en France. Et ensuite, Martha va aussi se préoccuper de l'aide matérielle, comme nous disons aujourd'hui, couverture, chaussures. Et je peux vous dire aussi que j'ai la preuve aujourd'hui, parce que c'est un débat dans mon association, que Martha, à partir du travail qu'elle a fait pour l'aide à la République d'Espagne, va favoriser la naissance et le développement du Secours populaire de France et des colonies dans le département du Nord, qui, en 1939, était une très grande association, capable de réunir en solidarité des centaines d'ouvriers, pas simplement d'obédience communiste, mais socialiste, chrétien, etc. C'était la force de cette femme d'avoir su rassembler autour de cela. Et c'est pour ça que vous voyez ce lien avec ce qui a pu être vécu ici par nos populations, ici de l'Armor ou de centre de la Bretagne, en solidarité avec la République espagnole. Donc, je ne sais pas si les enfants qui sont venus ici, c'est Martha qui directement les a envoyés, mais c'est elle, je suis sûr, j'ai la preuve qu'il y a ici ça en Espagne. Et alors maintenant, parce que je crois que c'est important, vous verrez le magazine que nous avons réalisé à ce sujet, le rôle de Martha durant la résistance. Nous sommes en juillet 1940. Le Nord, notre région du Nord, vient d'être envahie dans des conditions très violentes, avec des bombardements, des exécutions de civils, à Courrières ou ailleurs, plusieurs dizaines de civils exécutés par l'armée allemande. Eh bien, dans le Nord, comment réagir? Et c'est Martha qui va initier deux choses. Elle va initier la bataille des femmes du Nord devant les municipalités pour obtenir un meilleur ravitaillement. Non seulement un meilleur ravitaillement, mais pour avoir le droit de participer à la répartition du ravitaillement. Plusieurs manifestations faites par des femmes. Et ça nécessitait aussi
départ de solidarité. Et aussi cette grande grève des mineurs de mai-juin 41, initiée dès la fin du mois de juillet 40, dans le petit estaminet de Dechy-les-Mines, que Lucienne connaît très bien, qui ne paye pas de mine, où une douzaine autour de Martha, qui était la seule femme présente, une douzaine de jeunes délégués mineurs ou métallos se réunissent et prennent la décision d'organiser une grande grève des mineurs pour montrer que les travailleurs sont capables de réagir. 9 mois de gestation. Après des grèves partielles, des répressions, le 27 mai 1941, à la fosse du Dahomey, à Montigny-en-Goële, les mineurs se mettent en grève. Tout un réseau a été créé, à la fois de solidarité et d'information, pour que la grève soit connue dès son démarrage. Et en 2 jours, ce bassin minier, il fait 130 km de long, d'est en ouest, sur une quinzaine de large. Il touche 255 communes. Et en 2 jours, tout le bassin minier est en grève. Les moyens ne tournent plus. Et ensuite, ça touche les mines, mais ça va bientôt toucher les industries métallurgiques, les centrales thermiques. Ça risque de toucher l'agglomération lilloise, puisque tous les matins, des centaines, des milliers de femmes, de jeunes femmes du Nord, du bassin minier, viennent travailler dans les usines textiles de Lille, de Troubet, de Tourcoing, de Seclin, de Waterloo ou d'Hélène. Donc vous voyez, il y a tout ce mouvement qui va marquer, et aussi la place, alors une grève tout à fait inhabituelle. D'habitude, les mineurs, lorsqu'ils faisaient grève, relisaient Zola, ils occupaient les carreaux des mines, ils se faisaient entendre, il y avait des petites grèves, des manifestations de fosse en fosse. Bon, là, les mineurs, on ne les voit pas. Ils restent dans leur coron. Ils ne bougent pas. Et la consigne, vous ne partez pas à la fosse, mais vous restez chez vous. Là, c'est inexpugnable. Vous ne risquez rien. En revanche, ce sont les femmes qui sont là dans les rues des corons, qui interpellent les quelques-uns qui veulent aller bosser. Non, 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 toi, tu reviens chez toi, pas question de t'aller bosser. Et le 4 juin, ces femmes, dans la région lançoise, à Arnes, à Salomine, à Courrières, s'organisent et commencent à manifester avec comme mot d'ordre « Pas de carbone pour les boches ». Pas de carbone pour les boches. Pas de charbon pour les boches. Preuve que cette grève était à la fois une grève revendicative, mais aussi une grève patriotique. Parce que ces hommes du Nord savaient que le charbon qu'ils extrayaient du fond de la terre, ils étaient pillés par l'occupant et partaient enrichir la machine de guerre nationale-socialiste pour poursuivre la guerre. Je voudrais vous rappeler 2 faits. Cette grande grève des mineurs, qui va durer du 27 mai au 9 juin, fut la plus grande grève dans l'Europe occupée. C'est la classe ouvrière de France, c'est la classe ouvrière du nord de la France qui a organisé ce mouvement sous l'impulsion du Parti communiste. Et le premier convoi de déportés, ce sont les ouvriers mineurs du Nord. Le 11 juin, 244 d'entre eux vont être déportés au camp de Sachsenhausen, au nord de Berlin, camp-école des SS. Et alors, si un jour vous tombez sur ce magnifique travail qui a été fait par la Fondation de la déportation, née entre autres sous l'impulsion, il y a une trentaine d'années, de Marie-Claude Vaillant-Couturier, ils ont recensé tous les convois. Et bien sûr, ils sont obligés de recenser celui-là. Je ne sais pas, je l'aurais eu à écrire, je l'aurais mis peut-être en valeur, puisque c'était le premier, uniquement composé d'ouvriers. Allez, oui, mais c'est embêtant de compter ce qu'on voit, parce qu'il fausse les statistiques. Parce que bien sûr, dans ce qu'on voit, lorsqu'on le compte, on met en avant la classe ouvrière. Oui, on en est là aujourd'hui encore dans l'historiographie française. Bon. Martha, elle-même, va être arrêtée le 26 août 1941. Elle s'est menacée.
Elle sait qu'il y a des listes qui vont être fournies par le préfet Karl du Nord aux autorités allemandes. Vous savez que le Nord était détaché du reste de la France, c'était dite la zone interdite. Elle était directement administrée par l'armée allemande, mais il restait des préfets, un dans le Nord, un Pas-de-Calais, voilà, qui dépendaient du gouvernement de Vichy, et qui vont être bien sûr largement complices de l'armée allemande, de l'occupant, tout comme le patronat qui avait gardé les listes des syndicalistes d'avant-guerre. Martha, le 25 août après-midi, elle va voir son fils qui est en nourrice, rue de Paris à Lille. Elle sait qu'elle va rentrer, comme on dit, dans le brouillard, c'est-à-dire la clandestinité. Et le soir, elle hésite, et puis, oh, c'est mon dernier soir avec lui, je reste avec le petit Louis. Le lendemain, à 6 h du matin, on heurte la porte, la police française et la Gestapo viennent l'arrêter. Je ne rentre pas dans les détails, mais là aussi, pour rentrer dans le cas de la solidarité. Martha va être la première Française venue de France déportée à Ravensbrück, dès fin du mois de mars 1942. Elle rentre dans cette affaire de Ravensbrück. Et elle rentre avec un signalement qu'elle ne peut pas survivre. Parce qu'à l'entrée du camp, lorsqu'il y avait des convois de déportés, il y avait les SS qui triaient les déportés. Ceux qui étaient en si grande forme pour survivre et travailler, ceux que ça ne servait à rien de les laisser survivre, qu'on envoyait dans les revires, ces mouroirs qui prétendaient être des dispensaires. Donc Martha va dans le mouroir. Et là, destin. Vous savez, la vie est faite de moments de destin, de coups de chance, si j'ose dire. Martha est reconnue par des militantes social-démocrates tchèques, qui l'ont reconnue, qu'il avait dû la voir dans les combats de l'entre-deux-guerres. Il dit, celle-là, c'est une grande dirigeante française, il faut la préserver. Alors il se débrouille sur un cadavre, de trouver une carte d'une femme qui devait aller au travail, et cette carte va être échangée contre celle qu'avait Martha, qui était destinée à disparaître. Et Martha, grâce à cela, va être sauvée. Et Martha va intégrer les organisations de solidarité et de résistance du camp de Ravensbrück. Parce qu'il y avait de la résistance dans les camps. Et cette résistance, elle s'opérait sous plusieurs formes. Je crois que la forme la plus importante qu'on oublie souvent, c'était celle de solidarité entre ceux qui étaient dans les camps. Permettre à ces hommes et à ces femmes déportés de garder leur dignité, d'espérer un des jours meilleurs, de s'encourager les uns les autres. Et je vais vous donner un exemple. Fin 1943, arrive au camp de Ravensbrück Charlotte Rosenberg, une maman avec ses 3 enfants. Lily qui a 11 ans et ses 2 petits frères qui ont 5 et 3 ans. Martha, alors, ce sont des juifs hongrois qui s'étaient réfugiés à Roubaix et qui ont été dénoncés et qui ont été arrêtés et déportés. Leur père, lui, a été déporté à Buchenwald. Il va être assassiné quelques heures avant par les nazis, quelques heures avant la libération. Donc, Martha apprend cela. Roubaix, c'est sa ville de cœur, Roubaix. Grande ville textile, la Manchester du Nord. Et immédiatement, Martha fait le tour d'un certain nombre de déportés pour essayer de recueillir ici un morceau de gâteau, un morceau de biscuit, ici un morceau de chocolat. Peu de choses. Mais pour que ces enfants, cette veille de Noël 43, disent qu'il y a une autre possibilité de vie que celle de l'horreur du camp. Et Lily Léniel, que j'ai rencontré le 29 avril 2009 2010, excusez-moi, à Saint-Amand, je tombais dans mes bras, je pensais qu'elle était morte, je ne savais pas qu'elle avait survécu. Aujourd'hui, elle passe son temps à témoigner, mais déjà depuis les années 90, dans les écoles, lycées de France, de toute la France.
pour montrer ce qu'était la résistance dans le camp, et que c'est parce que ces femmes leur apprenaient à chanter, à essayer de vivre, leur donner l'espoir d'un monde meilleur, que ces enfants ont pu survivre. Et les enfants Rosenberg, Lily et ses deux frères et leur maman, c'est une des rares fratries qui a survécu. Là aussi, on est au plein cœur de la solidarité. Il y aurait d'autres signes dont elle parle. Le fait que pendant l'hiver 1945, ces déportés, 44-45, ces déportés ont caché dans le camp de Ravensbrück des déportés soviétiques qui étaient menacés de servir de cobayes pour des expériences médicales. Et en même temps, capables d'organiser la résistance, du moins de vue pratique. Ces femmes, comme c'était les femmes, les alliés, ce sont de bonnes couturières. Beaucoup l'étaient. Et donc, on leur faisait faire des uniformes pour l'armée allemande. Comment faire? Ces femmes des résistantes, qui avaient combattu l'occupation, eh bien, elles ont trouvé une astuce. Elles ont utilisé l'animal le plus répandu dans les camps de concentration. Le pou. Le pou. Il y en avait partout. Des paillasses de poux. Voilà. Bon, partout. Il y en avait tous les jours des poux. Bon. Et elle mettait dans les uniformes des nids de poux. Et ça, parfois, elle y ajoutait qu'au lieu de coudre, elle les surfilait les uniformes. Imaginez-vous le soldat sur le front russe. Voilà. Bon. Mais quelle intelligence! Quelle capacité de prendre en compte le réel pour en faire une force pour combattre son adversaire. C'était ça, Martha Desrumaux. Je vais vous raconter, on terminera peut-être, donc j'aurai une chose à dire après, mais on terminera peut-être là-dessus. Martha Desrumaux a été échangée sous la houlette de la Croix-Rouge danoise. Il y a eu 300 déportés de Ravensbrück, échangés contre 300 officières nazies, faites prisonnières sur le front de l'Ouest. Martha ne voulait pas partir. Bon, je reste avec mes camarades. Bon. On était au début d'avril 1945. Personne ne savait que la guerre s'arrêterait le 8 mai, même si tout le monde l'espérait. La plupart du moins les plus lucides des déportés se disaient, mais qu'est-ce qu'on va devenir? Ils vont tous nous massacrer à la fin de la guerre, s'ils perdent la guerre. Et c'est Marie-Claude Vaillant-Couturier et d'autres déportés qui disent, toi Martha, d'abord tu es en train de... T'en peux plus, ça fait 3 ans que tu es là, quand même t'as le typhus et tout, il faut que tu rentres. En plus, c'est une grande figure du mouvement ouvrier, les travailleurs ont confiance en toi. Il faut que tu rentres et il faut que tu expliques. Parce que nous, peut-être, on ne pourra pas le faire. On disparaîtra dans cette tragédie, dans cet apocalypse. Il faut que tu expliques ce que fut le système concentrationnaire. Et Martha se laisse convaincre. Elle va prendre le train avec 300 de ses camarades. C'est le premier train de déportés qui arrive en France. On est le 15 avril. Quelques jours plus tard, le 27 avril, Martha Desrumaux, affaiblie, épuisée, prend la parole à Somain devant 2500 cheminots et mineurs pour expliquer ce qu'était le système concentrationnaire, ainsi tenant sa promesse. Mais revenons à ce 15 avril 1945. Le train doit arriver à la gare de Lyon. Le général de Gaulle, le général Koenig, Henri Freinet, ministre de la déportation des anciens combattants, sont là présents. De Gaulle a fait mettre une petite estrade, il va prendre la parole, ce qui est logique, ce qui est normal. Il y a les mouvements de résistance qui sont là, il y a les dirigeants du Parti communiste, des groupes de solidarité créés par les différents mouvements de résistance, tout s'attend. Et le train arrive. La locomotive arrive dans la gare de Lyon, et il y a un silence qui se fait. Le témoignage que j'ai, c'est une camarade qui est de l'Oise, qui a raconté cela, et je l'ai su il y a quelques mois. Et elle l'a écrit. Donc, elle l'a écrit. C'est pas quelque chose qu'elle a rêvé. Elle raconte qu'on était tous là, on l'attendait. On voit descendre ces femmes
des véritables fantômes. La plupart n'arrivaient pas à tenir debout seules. Elles devaient s'appuyer sur l'une et sur l'autre. Certaines même s'écroulèrent sur le quai et certaines moururent sur le quai, parce qu'elles n'en pouvaient plus. Et de ces femmes, un cri monta. Je m'appelle Martha Desrimeaux, les nazis ne m'ont pas eu. De Gaulle, voyant la situation, a fait remballer les micros et l'estrade, il n'a pas pu prendre la parole. Cette capacité de cette femme, Martha Desrimeaux, sortant du système concentrationnel, disant, vous voyez, on a réussi à survivre. Je pourrais continuer sur Martha et la solidarité, le rôle qu'elle va jouer lors des grandes grèves de 47-48 que j'ai étudiées, je suis en train d'étudier aujourd'hui, ces grandes grèves des mineurs du Nord et de toute la France, mais celle du Nord. Elle était co-secrétaire générale de l'UD du Nord de 45 à 49. Et Martha a assuré aussi là la solidarité envers les mineurs, et en particulier avec l'aide du Secours populaire. Et avec le Secours populaire, elle a permis à des centaines d'enfants de mineurs d'être accueillis par des familles de la région parisienne. Mais revenons sur ce que je vous disais. La solidarité. N'est-ce pas aujourd'hui, encore, au cœur du processus de transformation sociale, de cette idée que les hommes ne sont pas des isolats, ne sont pas isolés des autres, mais doivent se rassembler, s'unir, dépasser leurs égoïsmes et à partir de positions clairement définies, de positions de classe, aider à préparer l'avenir en s'entraidant. Et je crois que Martha, dans son histoire, avec son parcours, ses expériences d'ouvrière, la philosophie qu'il animait, depuis son adhésion à la CGT en 1910, puis au Parti communiste et dans tous les mouvements sociaux, elle a été une force permettant de créer autour d'elle et avec elle cet élan qui fut aussi partie prenante de ces grands moments que furent le Front populaire et la libération. Et c'est pour ça que lorsqu'Ismaël tout à l'heure m'a parlé ici de la présence d'enfants, de gens, d'hommes et de femmes venus d'Espagne, accueillis par le mouvement ouvrier, le mouvement progressiste de Bretagne, je pense que c'est pour ça que j'ai choisi d'ouvrir ce regard sur Martha Desrimeaux. Merci.